c'est la fréquence de visite qui est le plus important. Plus la personne vient sur ta plateforme numérique de manière fréquente, plus elle a de chances de convertir. Et non seulement meilleur est son taux de conversion, mais en plus, plus elle fait de pages par visite, moins elle rebondit. Donc tu vois aussi que plus tu augmentes la fréquence de visite, plus ça sert évidemment ton business de labo, mais ça sert aussi ton business de la publicité, puisque pour une même personne, tu vas avoir plus de pages par visite. Donc ça, ce qui est sûr, c'est que tu as besoin de créer de la fréquence. Après, comment tu crées de la fréquence ? Là, on parle de relations humaines. Ouais. On parle de comment tu crées une relation entre deux personnes. Et moi, je prends toujours la métaphore des relations amoureuses. C'est quand tu vas plusieurs fois en date avec une fille que tu as plus de chances de conclure. Bienvenue dans Mediarama, le podcast qui explore la galaxie des médias. Ici, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui façonnent les contenus, les usages et les stratégies de demain. Je suis François Desfossés, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Nous accompagnons les médias dans leur transformation digitale. Contactez-moi sur mediarama@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Alors au menu de cet épisode, les résultats exclusifs d'une enquête sur les médias et plus précisément sur la stack technique des éditeurs de presse. Donc une étude qui a été menée par Underlines. Je suis donc aujourd'hui avec Marion Wyss, cofondatrice d'Underlines. Marion, bonjour. Bonjour François. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, avant de parler de cette enquête que vous avez menée ces dernières semaines auprès de 72 éditeurs, donc quelque chose qui commence déjà à être représentatif, rapidement ton parcours. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, c'est ce que j'ai glané sur Internet et plus de ce que je connaissais. Donc toi, tu as coupé plutôt des rôles de gestion de projet, donc chef de projets digitaux, pour dire les choses, à l'Ops, Mondadori, donc chez anciennement Lagardère, puis Head of Digital chez Challenge. Tout à fait. Bon, j'ai pas oublié de passage. Non, c'est qu'avant elle, j'ai fait du pure player, beaucoup. Ouais. Voilà, mais moi, j'ai fait que du média numérique. Donc, tu connais un petit peu le sujet, a priori. Et depuis 2019, tu es désormais passée de l'autre côté du miroir en tant que consultante et cofondatrice donc, de ce cabinet de consulting Underlines. Tu peux nous en dire deux mots d'Underlines, un peu sur votre approche, comment vous travaillez, ce que vous êtes, un peu si tu devais présenter le pitch elevator d'Underlines. Ouais, avec plaisir. Alors déjà, je préfère dire agence que cabinet, parce que je trouve le mot beaucoup plus joli. Ouais, ça fait un peu les cabinets à l'ancienne, cabinet de conseil. C'est ça. Donc on est une agence conseil. Notre truc, c'est d'aider à augmenter le revenu par utilisateur. C'est ça vraiment notre North Star et l'indicateur qu'on va chercher à faire augmenter chez les éditeurs avec lesquels on bosse. On bosse avec des éditeurs de contenu essentiellement presse, mais pas que. Quelques pure players aussi. Et on a une approche, alors évidemment qu'on réfléchit à des questionnements stratégiques, mais on a une approche très doueur où on met les mains dedans. On est aux côtés des éditeurs, on n'est pas un cabinet ou une agence qui vient avec 250 slides, dire voilà, faut faire ça, merci, au revoir, maintenant débrouillez-vous. On essaye vraiment d'être aux côtés sur le long terme et au maximum au sein des équipes. Et là, par exemple, tu vois, avec le Covid, on a été malheureusement beaucoup à distance. Et c'est vrai que moi, on n'a jamais aussi bien travaillé que quand on pouvait passer un jour, 2 jours chez dans le client, les mains dans le cambouis. Ouais. Ça, c'est un truc vraiment que vous revendiquez des doueurs. Pour toi, ça peut pas marcher juste la théorie. Juste la théorie, ça peut peut-être marcher. C'est des très grosses équipes, très gros médias. C'est pas nécessairement la typologie de nos clients. Et c'est vrai que quand tu es chez eux, avec les oreilles qui traînent dans l'open space pour comprendre leurs besoins, leurs problématiques et les points de tension entre les équipes, c'est là où tu es pertinent en fait. Ouais, je comprends. Donc plutôt des spécialistes de la monétisation et de la conversion que des généralistes. Ouais, c'est vraiment, ça. comme tu disais, ça. un Et peu de la votre conversion, credo. essentiellement sur l'abonnement. Aujourd'hui, on est surtout appelé pour les stratégies d'abonnement numérique. Mais on bosse aussi, on est compétent aussi pour convertir de l'audience au membership, recueil de first party data, et puis maintenant sur les cookie walls alternatives aussi. Notre taf, en gros, on arrive là où il y a une audience et on la convertit suivant le business model de l'éditeur. Donc parfois c'est de labo, parfois c'est d'autres
J'imagine que ça, les éditeurs doivent l'entendre, parce que l'audience, ils l'ont généralement, c'est plutôt la conversion où il y a des vrais besoins. C'est quoi justement les enjeux de conversion chez les médias aujourd'hui ? Quelles sont les stratégies, visibles ou invisibles d'ailleurs ? C'est vraiment beaucoup en train de switcher. Donc on parlait de strates d'abo numérique, ça fait déjà quelques années que c'est un gros sujet. Là, commence à arriver, particulièrement depuis le 1er avril, les recueils de first party data. Donc c'est soit du surf logué, où là je commence à être de plus en plus appelé pour faire comment j'augmente mon taux de trafic logué, parce qu'en général ils sont extrêmement faibles. Oui, parce que c'est une question de culture. C'est vrai que c'est les gros sujets, hein. On l'avait vu avec Pass Média, etc. C'est l'enjeu majeur aujourd'hui des éditeurs, c'est de faire passer les visiteurs en logué. Et donc là, vous les aidez là-dessus concrètement. Ouais, c'est ça. Et cookie consent. Là, parce que depuis le 1er avril. Ça, c'est un bon sujet, effectivement. Donc là, ça doit pas mal appeler, j'imagine. Donc c'est ça les grands enjeux aujourd'hui sur la conversion, c'est ça, c'est le recueil de données et le consentement. Ouais, c'est ça. Ok. Sur le paywall, tu connais le pourcentage d'éditeurs qui ont un paywall, qui optent pour un paywall ? Parce que j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. Nous, tous les clients éditeurs veulent mettre en place des paywalls et maintenant des paywalls dynamiques. Je pense qu'on a un peu avancé là-dessus. C'est quoi le taux du parc installé ? Franchement, sur les éditeurs français, je sais pas. Moi, je peux te parler de ce qu'on a vu dans l'enquête. Et dans l'enquête, on est, je crois, à 70% peut-être des répondants qui ont un paywall installé. Ceux qui n'en ont pas, c'est en fait surtout des éditeurs qui n'ont pas de strat premium, comme par exemple 20 minutes. Ouais. Ça, effectivement, ça n'a aucun... Enfin, est-ce que si ça peut avoir un intérêt lors de ce petit aparté, quand tu es un gratuit, ça peut avoir un intérêt de mettre en place un paywall ? Par rapport à ce qu'on vient de te dire, oui. Sauf que ça s'appelle plus un paywall, ça s'appelle un registration wall ou un data wall. Wall. Ouais, effectivement. Mais je vois. Après, j'ai vu quand même, il y a pas mal d'annonces sur les paywalls. J'ai vu que Reuters avait annoncé là qu'ils voulaient mettre en place un paywall et que ça posait pas mal de questions justement par rapport à leur mission de donner de l'information aussi, de cette mission d'information. Et donc, tu mets un wall quelque part, donc tout le monde n'y a plus accès. J'ai vu aussi que vous aviez... Pool avait signé avec Welcome to the Jungle, décision aussi pas mal critiquée parce qu'on oppose donc cette obligation d'informer. Donc là, c'était plutôt sur Reuters. Est-ce qu'il y a des types de presse qui sont plus versés vers un paywall que d'autres ? Les types de presse qui ont de la valeur ajoutée à vendre, c'est ça l'idée. Et nous, alors je dis nous, tu évoquais Pool à l'instant, pour ceux qui ne connaissent pas Pool, c'est une start-up tech bordelaise à laquelle Underlines est associé, qui propose un marketing wall, donc paywall, registration wall, data wall, cookie wall alternatif pour les éditeurs de contenu. Et en fait, mettre un paywall, je vais même prendre ta question dans l'autre sens, c'est que mettre un wall, quel qu'il soit d'ailleurs, sur du contenu qui n'a pas de valeur ajoutée, ça n'a juste aucun sens. Parce que juste tu vas perdre de l'audience. Et tu vas faire. Si c'est une information qu'on peut trouver ailleurs. Donc c'est valable pour des médias. Donc par exemple, pour toi, la presse locale, qui est a priori la seule à avoir l'information, toute la presse locale a intérêt à mettre un paywall en place. Oui, pour peu que la presse locale ait confiance en la qualité de son contenu et prenne confiance sur le fait qu'elle est la seule à avoir les infos et n'essaie pas de mimétiser, enfin j'ai pas le mot, tu vois ce que je veux dire, sur la presse nationale, quoi. Ce qui peut être d'une tentation, parce qu'en fait, dans une industrie, et je pense que c'est justement pour ça que l'enquête est intéressante, où c'est pas que tout le monde se regarde, mais il y a quand même un peu des leaders, des suiveurs, et tu as le sentiment dans le marché qu'aujourd'hui, tu peux pas te passer d'un paywall et que c'est presque la première chose à faire. Tu es aujourd'hui quelqu'un responsable du digital dans un média, j'imagine qu'un de tes premiers réflexes de dire il faut mettre en place un paywall dynamique. Mais ça dépend de ton objectif, encore une fois. Il y a encore plein de médias dont l'objectif est le volume. Le volume, parce qu'une page vue égale un chiffre en euros. Et dans ces cas-là, il ne faut pas mettre un wall, parce que le wall, ça ne fait qu'enlever, ça ne fait que baisser ton audience quelque part, mécaniquement. Ouais, alors après, tu vois, tu mets un wall, justement, c'est l'intérêt des walls dynamiques, c'est que ça te permet de mettre des walls sur des segments d'audience. Si tu mets un wall sur ton audience qui est no consent, ou si tu mets un wall sur ton audience juste mobile, qui, par nature, convertit super mal. Si tu mets qu'un wall sur ton audience qui a bloqué, là, d'un seul coup, ça peut faire un peu plus de sens. Ouais. Je ne savais pas que en mobile, ça convertit moins bien. Oui, beaucoup moins. Les taux de conversion sont beaucoup plus faibles que sur Desk. Parce que usage différent, parce que les gens, ils ont... Je suis curieux un peu de savoir. Tu regardes la longueur d'un formulaire pour t'abonner. La fameuse longueur du formulaire. Ouais, ça te tu comptes le nombre de champs. Est-ce que tu as ta CB dans le bus quand tu veux t'abonner Alors qu'on pourrait penser qu'à contrario, justement, avec des Apple Pay, des choses comme ça devrait être beaucoup plus fort. Écoute, sur les médias avec lesquels je bosse, les taux de conversion mobile sont toujours historiquement plus bas. Ouais. Ok. On va donc parler de cette enquête.
que vous avez lancée il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux rappeler quel était le périmètre de cette enquête ? Ouais. Quel était son objectif, l'intitulé et son périmètre ? Et je vais même te dire pourquoi j'ai pensé à lancer cette enquête. En fait, donc moi je bosse avec des médias, des nationaux, des magazines, des PQR, des presse pro, plusieurs, et des pure players, plusieurs typologies. Et j'avais l'impression d'avoir très souvent les mêmes questions. Et les mêmes questions, c'est « Ah tiens, tu saurais pas quel outil utilise tel grand média national pour faire ça, parce que nous, on n'est vraiment pas content de celui qu'on a. » Ou on n'est vraiment pas content de cet outil-là, tu connais pas leurs concurrents ou tu connaîtrais pas d'autres gens parce que tous les gens qu'on a vus, franchement, personne ne nous convainc. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quand même vraiment un problème là-dessus. Ça vaudrait le coup de mettre les connaissances en commun. Donc ça, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Après, sur la méthodologie, ça a été bêtement un formulaire en ligne, un Typeform en ligne, ouvert à tout le monde, pendant 4 semaines, du 7 avril au 7 mai. Il y avait, une vingtaine de questions. On a décidé collectivement, l'équipe, de 17 briques technologiques, donc d'interroger les éditeurs à la fois sur leur satisfaction de stack technique générale, et aussi par brique technologique, quels outils ils utilisaient, est-ce qu'ils en étaient satisfaits, et d'expliquer pourquoi. Dans les briques techno, donc là j'ai la liste sous les yeux, donc dans les 17, on a fait ensuite 3 grandes familles, les outils pour l'édito, les outils pour le market et les outils pour les revenus. Donc par exemple, dans l'édito, il y a évidemment le CMS, les lecteurs. C'est un gros sujet. Ouais, on va y revenir tout à l'heure. Lecteur vidéo, lecteur audio, liseuse pour le PDF. Côté market, je ne vais pas tous les lister, mais il y avait les push notifs, les outils de commentaires, de sondage, la CMP, les analytics. C'était assez exhaustif, effectivement. Ouais. En tout cas, je me souviens de ton post LinkedIn, justement, où tu reprenais un peu des feedbacks pour essayer d'être le plus exhaustif possible. Et donc, il y a 72 éditeurs qui ont répondu. Alors, évidemment, on va pas tous les citer, mais j'ai la liste sous les yeux. Il y a quand même toute typologie de presse. Hein. Je vois du Journal du Dimanche, Challenge, CMI, Luma, Actu.fr. Je peux vraiment pas tous les citer, Tétu, Uzbek Erika. Mais donc, assez représentatif, en tout cas, tout type de typologie. Il y a du pure player, il y a du national, du mag, du gratuit, il y a un peu de tout. Ouais, tout à fait. Il y a du très grand national, du tout petit local, tout neuf. Donc ça, on est hyper content. Là où on a longuement hésité, c'était sur français, francophone, est-ce qu'on fait international ? Donc là, ça a été majoritairement français. Mais peut-être qu'on fera d'autres éditions dans d'autres langues. Ouais, je pense que c'est intéressant. En tout cas, moi, j'ai trouvé cette étude hyper intéressante parce que c'est la première fois où tu as vraiment une espèce de photographie, un instant T de ce qui se passe dans les médias, des choses qu'on sent, nous, par ailleurs, hein, que tu dois aussi ressentir dans les médias, mais de voir ça. Et moi, clairement, il y a un chiffre qui m'a sauté aux yeux, mais qui est la moyenne, la note globale de 5,7 sur 10. Donc là, c'est vraiment que tu leur as demandé d'évaluer leur stack technologique, donc c'est du déclaratif, et une note de 5,7 sur 10. Moi, j'ai trouvé ça plutôt décevant. Alors, pas décevant, mais tu pourrais avoir tendance à dire, bon, bah, tu te vois peut-être un petit peu plus beau, etc. Moi, j'ai trouvé cette note assez basse. Ouais, alors la question exactement, c'était évaluer l'adéquation de votre stack technologique avec vos objectifs stratégiques. Donc ça reprend, tu me disais, est-ce qu'il faut un paywall partout ? Je dis, ça dépend ce que tu veux vendre. Là, c'est la même chose. Tu veux vendre des abos, il faut que tu connaisses un peu ton lecteur. Est-ce que tu as la stack technologique pour connaître ton lecteur ? Oui, non. La réponse, elle a l'air d'être quand même plutôt non. Ouais, c'est clair. Et ce qui m'interrogeait justement, c'est de me dire, donc c'est du déclaratif, cette note plutôt décevante globalement. Quel profil vous avez interrogé ? Quel type d'humain ? Parce que tu peux te dire, bon, si tu es le CTO et que c'est toi qui es le responsable de la stack, tu as peut-être plutôt tendance à te donner une bonne note parce que tu juges peut-être ton travail, sauf si tu viens d'arriver. A contrario, si tu es un utilisateur, tu peux peut-être le juger un peu plus sévèrement. Est-ce que tu as une idée un peu des profils qui ont répondu ? Alors, j'ai une idée parce que c'est majoritairement des gens que je connais personnellement qui ont répondu. Donc, il y a eu beaucoup de profils plutôt responsables, directeurs marketing. J'ai eu quelques directeurs produits. Je pense quelques CTO, mais pas beaucoup. Je dirais pas que c'est la majorité. Et quelques journalistes, mais aussi assez peu. Donc pour moi, le gros, c'est vraiment du market. D'accord. Et ça, tu penses que ça peut avoir un impact sur la note ? Parce que est-ce qu'ils l'ont pas forcément choisi eux-mêmes ? Ils n'ont pas la maîtrise peut-être, etc. Des choix qui ont été imposés. Ça pourrait peut-être expliquer une partie de cette note ? Ouais, tout à fait. C'est sûr que ça, c'est sûr, parce que c'est des utilisateurs, c'est les équipes market, c'est eux qui utilisent les outils pour monétiser derrière en grande partie. Ouais. Et oui, c'est sûr qu'il y a un biais là-dessus.
Et ça, je pense, voilà, c'est plutôt justement pour l'évolution. Je pense que ça pourrait être intéressant si on voulait vraiment aller dans cette granularité-là, de pouvoir justement avoir une note un peu par profil. Et ça me faisait penser, ce que je te disais tout à l'heure en préparant un peu l'épisode, que ça pourrait être intéressant d'avoir au sein des éditeurs quelqu'un responsable de la stack. Parce que je sais pas à quel point les gens connaissent parfaitement leur stack technique, tu vois. Il devrait y avoir, parce qu'entre les utilisateurs, ceux qui ont choisi les prestataires pour des questions de coûts, les compatibilités, on s'en rend compte, hein, tu disais, il y a 17 briques technologiques, il n'y a pas un poste en fait responsable de la stack, tu vois. Ça pourrait être une idée de nouveau poste, quelqu'un qui serait responsable de la cohérence, parce que c'est quand même les outils utilisés au quotidien. Ouais, je suis d'accord, je trouvais ton idée hyper intéressante, j'y avais pas pensé, et à la fois, quelque chose qui est ressorti aussi dans l'étude, c'est que tu vois, il y a des briques techno où les éditeurs sont globalement hyper insatisfaits. Typiquement les gestionnaires d'abo. On le voit, c'est la brique techno qui est la moins bien notée. Et ça montre aussi que peut-être sur ce marché-là, il y a un plafond. Il y a quelque chose, les acteurs ne sont pas satisfaisants, en tout cas du point de vue des clients. Et tu vois, je me posais la question d'un responsable de la tech stack qui serait en interne dans un média. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là, quand en fait il doit choisir entre A, B, C, D et E, et que ni A, B, C, D et E est sympa? Il invente, il fait maison. On va en parler. Hein. C'est quelque chose qu'il y a eu pas mal dans les réponses, mais ouais, en tout cas, c'est assez intéressant effectivement de voir. Il y a par brique des niveaux de satisfaction qui sont vachement différents. Ça, c'était assez fou. Avant d'en parler justement dans le détail, est-ce que tu as noté des variations entre la typologie de presse? Est-ce que globalement, des pure players, pour prendre un peu les extrêmes, versus un média traditionnel, est-ce qu'un pure player est plus satisfait? Parce qu'on pourrait spontanément se dire, pure player, nouveau paradigme, on s'embarrasse pas du côté un peu legacy, tu sais, où t'hérites d'outils qui marchent. Donc tant que ça marche, on change pas, et les pure players, c'est justement l'occasion de repartir d'une feuille blanche. Est-ce qu'ils sont plus satisfaits de leur stack, les pure players? Oui, un tout petit peu. La moyenne des pure players, elle a 5,9. La moyenne, donc sur 10, la moyenne des bimédias classiques print web, elle est à 5,4. Donc il y a 0,5 points d'écart. D'accord, donc il y a une petite différence, mais qui n'est pas non plus hallucinante. Ce qui peut aussi vouloir dire peut-être en moyenne, et je ne sais pas si c'est la conclusion, on verra, mais que il reste pas mal de choses à inventer encore, peut-être. Ouais. Tu vois, il manque des outils peut-être vraiment performants. Alors, tu peux pas tout faire parce que 17 briques, tu t'es obligé d'accumuler un certain nombre de briques, mais il y a peut-être encore des trous dans la raquette. Ouais, sûrement. On s'est amusé à essayer de ventiler aussi, voir s'il y avait une différence de notation entre les éditeurs qui avaient une offre premium et ceux qui n'avaient pas d'offre premium. Bon, ceux qui ont une offre premium sont un peu plus satisfaits à 6,1 que ceux qui n'en ont pas, où ils sont à 5,8. Bon, c'est des petites moyennes, mais c'est vrai que globalement la note est assez basse. Elle est assez basse. Hein. Bon, après, je pense que c'est intéressant. J'invite tous ceux qui écoutent l'épisode à aller. Je pense que tu vas publier la synthèse de cette étude. Ouais, sur notre site underlines.consulting. Voilà, bon, on mettra le lien en descriptif de l'épisode pour que vous puissiez télécharger et voir dans le détail un peu les résultats et les conclusions. Tout ça, tu nous les donneras après. Est-ce qu'il y a des outils gagnants ou vraiment particulièrement plébiscité parmi toutes les briques? Oui, tout à fait. Alors déjà, dans les familles, je te disais tout à l'heure que l'énorme pain point, on le voyait, il était côté gestionnaire d'abo. L'énorme satisfaction, la catégorie gagnant tout confondu, c'est les push notifs. Et en fait, c'est les push notifs parce qu'il y a un acteur qui a adoré des éditeurs chez les push notifs, qui est Batch. Ouais. Ça, chez tous les éditeurs, ça sort. On a même un éditeur, donc il y avait des champs libres. Donc évidemment, ça vous retrouverez les verbatims dans l'enquête. Ils sont évidemment pas assignés, mais il y a un éditeur qui nous a répondu à la question pourquoi vous avez Batch, expliquez votre note, qui nous a répondu Batch what else. Tout simplement. Après, c'est pas en fait what else dans le sens il n'y a pas de concurrence, c'est juste c'est un no-brainer, ça marche bien, les équipes sont sympas, ça se plug vite, les résultats sont bons, il y a des API, c'est juste ça répond parfaitement. Et puis en plus, Simon est particulièrement sympa. C'est une évidence. Mais tu vois, tu le parles quand j'ai commencé à regarder, à voir les résultats qui tombaient et tout de suite Batch est ressorti avec des super notes. Et j'allais voir les commentaires. Et tu vois, quand tu dis c'est un no-brainer, oui, c'est une évidence pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer. Mais quelque chose qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup ressorti. C'est presque que ça qui est ressorti. Alors je suis désolée, Simon, mais personne n'a dit que tu étais sympa. Mais en revanche, que ton customer success était incroyable. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Et on fait un chapitre d'ailleurs là-dessus dans la synthèse, à quel point la relation client-prestataire est importante et le support customer success pour ces boîtes.
Et ça me fait penser que Batch, c'est une grosse société, mais c'est une start-up quand même. Ils sont plutôt en esprit start-up. Tu vois, ces postes un peu de customer success, c'est vraiment quelque chose de très start-up. Est-ce que justement, alors je t'avais pas posé la question, mais est-ce que dans les solutions plébiscitées, il y a justement le côté un peu start-up qui sont beaucoup plus orientés vers la satisfaction de leurs clients que des boîtes plus traditionnelles? On parlait des abonnements. Il y a beaucoup de solutions qui sont le côté legacy, désolé pour l'anglicisme, mais qui sont des boîtes anciennes qui viennent de l'abonnement papier avec des gros process, etc., dont on sort difficilement. Alors je vais pas les citer, hein. L'idée c'est absolument pas de pointer du doigt des solutions, c'est plutôt un mécanisme, mais est-ce que voilà, une start-up comme Batch s'en sort mieux parce qu'en fait ils ont compris que la satisfaction du client c'était ce qui est plus important, et plutôt que de verrouiller dans un système dont tu as du mal à te sortir, parce qu'en fait la gestion des abonnements, on s'en est occupé chez Cosa Vostra, chez des clients, de basculer d'un système à un autre, c'est un enfer. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu ne bascules pas ton système d'abonnement, donc des fois entre le coût et la peur d'un chantier, voire du risque de l'accident industriel, t'es des fois un peu loqué et c'est dur de changer. Ouais. Pour la défense des gestionnaires d'abos, je me dis qu'ils ont peut-être cherché à loquer leurs clients et peut-être aussi simplement que c'est des sujets hyper complexes. Ouais. Et que c'est complexe, donc c'est complexe à migrer, donc il y a des accidents industriels, on en a vu il y a quelques années. Ouais. C'est un sujet compliqué. Est-ce que c'est un sujet compliqué parce que qui est aujourd'hui traité par des boîtes, tu dis gentiment legacy, dans l'enquête, le mot qui ressort beaucoup, c'est vieillissante. C'est moins sympa. C'est moins sympa. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est parce que c'est un sujet méga complexe et donc c'est difficile de faire simple, quoi? J'entends la question, mais c'est un peu dramatique de se dire qu'en fait, comme c'est compliqué, on ne bouge pas et on n'est pas content du système. Surtout que ces systèmes un peu hérités, ils sont très orientés print. Alors bien sûr, il y a eu des évolutions et on peut pas dire qu'ils prennent pas ça en compte, mais je pense que les paradigmes ont un petit peu changé, tu vois. Donc en tout cas, c'est là où dans ton enquête, tu sens qu'il y a le moins de satisfaction, c'est sur ces sujets-là, sur cette brique-là. Ouais, absolument. Et c'est ça qui est le plus marrant, c'est que sur le marché, il y a un mot à la mode, c'est les strates premium. Et c'est les strates premium et d'abonnement, la subscription economy, etc. Et que tu vois que l'outil qui gère les subscriptions, tout le monde en est hyper mécontent et que rien ne marche suffisamment bien pour faire ça correctement. Ou pour en être satisfait et répondre en déclaratif, même si anonyme, qu'ils en sont satisfaits. Opportunity business, moi j'appelle ça. Sur les éditeurs qui ont répondu, donc 72, est-ce que tu connais la part, parce que ça c'est évidemment aussi un sujet qui m'intéresse, entre les développements maison et les outils sur étagère? Parce que tu as tu sais, nous, on a une culture un peu entrepreneur et j'ai toujours l'impression que maîtriser le produit, c'est bien. Donc, avoir ton propre outil, c'est bien. En même temps, ça peut être très long de développer. Est-ce que tu as beaucoup, sur des briques un peu importantes, des gens qui se disent « Ouais, on a fait des développements maison et qui en sont contents ». On parlait du CMS tout à l'heure, et CMS éditorial. Alors, CMS éditorial et à la fois de publication. Il y a beaucoup d'acteurs sur le marché. Et on a vu en même temps dans le marché des éditeurs qui ont lancé leur propre CMS. Je pense, alors c'est à l'étranger, mais le Washington Post qui a lancé Arc Publishing, Le Monde qui a son propre CMS. Tu vois un peu la part entre ces développements custom et des outils étagères? On était à, il me semble, 19% des répondants qui annonçaient avoir développé une de leurs solutions maison. Effectivement, beaucoup le CMS, comme tu dis au départ. Certains qui ont développé leur propre outil de push, d'autres de paywall, certains autres je sais plus parce que je retrouve pas ma feuille. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de résultats encore une fois, mais est-ce qu'ils en sont satisfaits? Alors pour certains oui, mais on s'attendait, enfin moi je m'attendais à ce qu'à voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Qu'à chaque fois qu'il y ait du développement maison, on ait une note de 3 sur 3, puisque chaque brique techno était notée sur 3, et c'est pas nécessairement le cas. Donc non, pas forcément. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'enquête, et c'est peut-être une ouverture aussi, c'est que les briques techno ont été notées comme elles ont été notées, mais là où probablement ce qui nous a manqué, c'est de donner un champ aux éditeurs, aux répondants, pour pouvoir nous dire, parce que c'est ce que j'ai lu entre les lignes, qu'en fait, le gros problème, c'était les connexions entre les outils entre eux, et pas nécessairement les outils en soi. Est-ce qu'il y a un outil qui est vraiment mauvais? Oui, peut-être, il y en a peut-être des très mauvais, mais en fait, ce qui est le plus galère, c'est de faire parler les outils entre eux. Et tu vois, entre un CMS, est-ce que c'est mieux d'avoir ton Drupal, ton WordPress ou ton fait maison? En fait, j'en sais rien, mais si t'arrives pas à le connecter à ton push notif, t'arrives pas à le connecter à ton... Ouais.
Ça, c'est galère. Ouais, donc c'est vraiment bosser les API et penser en amont les connexions, etc. Plutôt que de se dire, parce que tu peux très bien développer un truc qui marche bien, mais ça va être sur les connexions, en fait, tu sens qu'il y a vraiment des enjeux. Sur aussi ces développements custom, c'est une discussion que j'avais, c'est toujours, parce qu'en même temps, tous les éditeurs sont pas capables de faire des développements maison. Alors là, je pense que c'était pas dans ton enquête, c'est plus toi sur ton sentiment ou les éditeurs que tu as pu voir, mais est-ce qu'il y a beaucoup d'éditeurs de presse, de médias qui sont encore capables de développer des outils comme ça ? Mais ça, c'est typiquement la question qu'on a oublié de poser, on fera mieux l'année prochaine, c'est quel est le budget alloué à votre stack tech et quelles sont vos ressources humaines. Ouais. Parce que évidemment que les réponses sont très éparses, quoi, ouais. Très variées suivant ces deux variables-là. Et du coup, j'ai oublié ta question. C'était sur la capacité des éditeurs en fait à développer eux-mêmes. Parce que ça, c'est vraiment un des sujets, mais pour quel type de développement tu peux prendre en compte ? Évidemment, quand tu es Le Monde, on en parlait, tu as un CTO qui est extrêmement bon, tu as des grosses équipes, tu peux, mais tu as la majorité quand même des éditeurs qui ont soit pas ou 2 développeurs. Est-ce que tu te lances dans un développement custom qui va te prendre 8 mois ou est-ce que tu le fais faire ou alors tu prends un produit sur étagère et en fait tes développeurs vont juste servir pour le run. Tu vois, il peut y avoir des gros trucs et donc la capacité des éditeurs à aller sur des développements maison. Mais en fait, il faut toujours se poser la question de la valeur que tu apportes. Le Monde, le Figaro, qui a l'air d'avoir pas mal ce genre de politique maison aussi, de beaucoup développer eux-mêmes. Ils ont des grosses équipes, ils ont des gros budgets. C'est évidemment pas la même chose. Quelle valeur tu gagnes quand tu as 2 développeurs et demi in-house à développer ta propre tech ? Oui, peut-être parce que tu n'as pas trouvé telle feature sur des solutions sur étagère, mais en même temps, la feature, à quoi elle sert, quoi ? Ouais, c'est ça. Quel pourcentage de différence versus un risque des temps de développement, de maintenance, etc., quoi. C'est ça, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et de temps en temps, enfin même assez souvent chez les éditeurs, j'en vois certains se prendre la tête sur des mini-sujets. Mais non, mais c'est pas le sujet. Enfin, on fait déjà du contenu qui est bien sur un site qui charge. Ouais, et produit vite quelque chose et puis tu verras derrière. C'est ça, et c'est cette logique où dans le digital de MVP, un peu, où dans le digital on est assez, avec laquelle on est assez familière et qui, dans des industries avec plus d'ancienneté est plus difficile à appréhender parce que l'idée du MVP, d'un minimum viable, permet de valider ou non un choix business et ensuite éventuellement tu affines. Exactement. Je reviens sur cette note qui était assez basse, ou peut-être sur l'étude. Est-ce que tu sens qu'il y a des manques à combler ? Est-ce que sur les briques, par exemple, des gens ne se prononcent pas, ne sont pas équipés, et toi, ça te paraît important pourtant, et donc est-ce que tu étais étonné de voir des manques ? Alors, j'étais pas étonnée parce que je connais un petit peu mon secteur. En revanche, oui, c'est sûr, il y a des outils qui équipent, des briques en tout cas, qui équipent 100% des éditeurs. Je te le fais de mémoire, mais l'analytics, le web analytics, tous les éditeurs qui ont répondu ont un web analytics. Et grosso modo, c'est Google Analytics numéro 1, c'est genre pas de sujet. AT Internet en 2 et Google Analytics après le gratuit ou le payant. C'était d'abord le gratuit et ensuite le payant et AT Internet en deuxième position. La CMP, mais pour des raisons légales, là pour le coup. Donc c'est Consent Management Platform. Et Didomi qui rafle le marché ? Alors je crois, oui. Alors je sais plus où j'ai ma page, mais elle est là. CMP, oui, c'est Didomi. C'est Didomi très largement, avec une très bonne note d'ailleurs. Et tu vois, dans la catégorie dans la famille CMP, c'est la solution maison en deuxième. Oui, parce que je pense que les gens, je suis pas sûr que Didomi était là dès le début, il a fallu bricoler un petit peu, il n'y avait pas autant d'importance, donc je pense que c'est simple à un moment donné de se dire développe. Mais je pense que ça va aussi pas mal évoluer parce que ça devient tellement complexe à gérer, à maintenir qu'à un moment donné, il vaut mieux payer quelqu'un pour avoir un truc qui soit bordé, CNIL, qui marche bien, qui s'intègre facilement. Tu vois, il y a aussi ce sujet, à un moment donné, quand ça devient trop compliqué à gérer, il vaut mieux faire appel à des pros. Et sur les manques à combler, je reviens dessus. Donc là, tu as dit vraiment plutôt là où il n'y avait pas de sujet, justement, où il n'y avait pas de manque à combler parce que tout le monde utilise des solutions. Est-ce qu'il y en a d'autres où tu sens en fait qu'il y a des manques ? Après, est-ce que ça peut être aussi peut-être les rédactions qui doivent s'éduquer sur ces sujets parce qu'ils n'utilisent pas, ou le player vidéo, peu importe, ou un problème de management ?
Donc on a fait une catégorie qu'on a appelée les trous dans la raquette, où c'est vraiment les solutions qui sont peu adoptées qui passaient peu les éditeurs, en tout cas qui ont répondu aujourd'hui. Tu vois, le lecteur audio, c'est toi qui me l'avais suggéré d'ailleurs sur LinkedIn. Il passe à un prêt, mais il passe dans la catégorie des n'équipe pas encore beaucoup les éditeurs. Il y a des solutions qui sont plus complexes, mais ce qui me fascine, c'est que c'est celles qui sont le plus utiles aux stratégies d'abonnement premium, mais c'est celle de marketing automation. Donc ce qu'on a mis dans marketing sous la définition marketing automation, c'est tout ce qui te permet de faire du séquençage dans ta conversation avec ton prospect et ou ton client. Donc quand tu dis séquençage, juste pour bien expliquer, c'est on a un premier point de contact, il se crée un mail. Et automatiquement, X jours plus tard, il reçoit une une newsletter. S'il l'ouvre ou s'il l'ouvre pas, il se passe telle chose. Et tout est automatique comme ça pour engager la conversation. C'est exactement ça. Et qu'on adapte beaucoup dans les stratégies d'onboarding ou d'accueil des nouveaux abonnés. Tu viens de t'abonner à J+1, tu vas recevoir un mail du Red Chef qui te souhaite la bienvenue. À J+3, tu vas recevoir ci ou ça. Et ça, les outils de market automation équipent encore très très peu nos répondants. De la même manière, tout ce qui peut être CDP ou Data Lake, tu l'appelles comme tu veux, qui réunirait justement toutes les données, toute la connaissance autour d'un lead ou d'un client, ça aujourd'hui sont encore très faibles. Ça, on y reviendra parce que c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal quelque part. Alors, je pense que la part dans la discussion de data versus la part d'équipement réel dans les éditeurs, c'est assez paradoxal, on y reviendra. Quelle observation tu tires là sur le marché en France? Je reprends un petit peu de hauteur, mais quelles tendances apparaissent que peut-être que tu vois à travers l'étude, que tu ne voyais pas ou peut-être même que tu sentais? Je sais pas, je vois, tu vois, on parlait à l'instant de data lake ou de CDP. Le mot data, de toute façon, est très très à la mode. Enfin, tu vois, versus le degré de mode de ce mot. Ouais. La réalité de l'équipement est très faible. Mais du coup, ça veut quand même dire qu'on voit, plus qu'un frémissement, évidemment, les éditeurs commençaient à s'y intéresser de manière de plus en plus proche. En tendance, il y a la question on parlait tout à l'heure de la solution maison, des développements maison. Ça, aujourd'hui, je ne sais pas l'expliquer, je sais pas dire si c'est une tendance que chez les gros mais c'est ressorti pas mal et je ne m'attendais pas forcément à le voir autant. Mais tout ce qui va tourner autour de la connaissance utilisateur me semble vraiment l'axe de... Une tendance de fond, une lame de fond, même si le taux d'équipement n'est pas encore à la hauteur. Et bien justement, on peut un peu en parler. Est-ce que, pour toi, les médias, donc selon les observations et peut-être justement sur l'équipement de ce type de briques, est-ce que les médias connaissent bien leur audience? Alors, les médias, le média tout seul. Non, mais en vrai, non. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a le service abo qui connaît bien son audience des abonnés. Il y a le service CRM qui connaît bien son audience des newsletters. Et il y a le service audience qui connaît bien ses web analytics. En revanche, est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu qui connaît bien tout ça? À mon avis, non. D'accord, ça manque vraiment soit encore une fois d'un nouveau poste transverse ou d'une vision un peu globale de la data pour la connaissance des audiences. Donc toi, tu dois encore faire de l'évangélisation au quotidien liée aux données d'audience. Il faut améliorer tout ça. Ouais, c'est ça, de données d'audience et de la coupler. La donnée d'audience, elle a de l'intérêt quand tu la couples à de la donnée CRM. Quand tu sais si ta personne, elle a regardé 3 fois ta rubrique sport et 2 fois ta rubrique mode, et qu'ensuite elle s'est abonnée à ta newsletter culture, et qu'ensuite elle l'a ouverte 3 fois puisqu'elle s'est abonnée à la politique. Et puis là, tu commences à avoir un petit peu de données pour savoir si tu vas la shooter avec telle offre ou avec telle autre. Mais aujourd'hui, c'est de ce que je connais, en tout cas, de ce que j'ai vu, c'est complètement éclaté. La connaissance lecteur, elle est complètement éclatée. Et on fait tous les malins avec nos stratégies reader-centric. La vérité, c'est qu'on l'a pas, cette donnée 360, avec toutes ses facettes. Et ça, c'est intéressant parce que... Et encore une fois, c'est paradoxal parce que effectivement, on en parle déjà depuis quelques années, tu vois, de cette connaissance, etc. Mais ça veut dire que, et je l'observe aussi chez la plupart des éditeurs, autant il y a les besoins, mais il n'y a pas une solution qui ressort, par exemple, dans ton enquête, qui permet d'avoir cette donnée de manière centrale? Non, il n'y a pas de solution parce qu'en fait, il y a une myriade de solutions. Donc, métier. Par métier, tout un truc de satellite. Tu as les MailChimp ou les Sendinblue qui savent tout sur le CRM. Tu as Google Analytics qui sait tout sur les données comportementales. Tu as les gestionnaires d'abos qui savent tout sur anciens abonnés, durée de vie, lifetime value, etc.
mais à mon sens... T'as pas un endroit où tu peux taper pour aller connaître toute la donnée abonnement, ouverture newsletter, comportemental sur le site, etc. C'est ça. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont un peu motivés, je pense que ce serait un grand service. Ouais, deuxième opportunité business en termes d'outils. Mais tu sais, plus c'est compliqué, et plus on dit que si tu as une barrière à l'entrée, que c'est compliqué, c'est qu'il y a un besoin, et je pense que quelqu'un arriverait avec une solution. Alors, on peut pas. Il y a des plateformes qui proposent ça, mais mais qui coûtent cher, qui sont pas adaptées à tous les éditeurs, etc., ou qui peuvent être pour certains un peu usine à gaz. Peut-être d'où l'idée que certains fassent des choses très maison en se disant je vais prendre une simple base de données, je déverse tout dedans et puis on verra plus tard. Beaucoup de faits maison, encore beaucoup d'un peu de peut-être pas de bricolage mais d'artisanal là-dessus parce que t'as pas une solution qui sort. Bricolage, je pense que t'es pas très loin parce que même chez des très très gros que je vais pas citer, mais il me semble qu'il y a quand même des fichiers Excel qui s'échangent par email où attends, je t'ai extrait un bout de la base, non prends pas eux, c'est des anciens abonnés, les choses pas comme ça. C'est l'enfer. Non, mais c'est l'enfer. Et c'est encore une fois ce paradoxe entre la connaissance des audiences dont on parle un peu tous les jours. Tu regardes toutes les tables rondes, tu regardes des outils. Et ce que toi, tu fais chez Underline, c'est une espèce d'évangélisation. Et en fait, quand tu arrives, effectivement, personne ne sait où est cette donnée. Et tu peux limite pas bosser, en fait, tant que cette donnée n'a pas été unifiée ou transverse. Parce qu'en attendant, si tu n'as pas des datasets fiables avec un peu de recul, ça sert presque à... Alors, j'exagère, mais est-ce que tu peux installer un paywall dynamique aujourd'hui, une stratégie de conversion de ton audience, si tu n'as pas cette donnée un peu globale ou... Oui, tu le peux parce qu'il y a des vérités presque absolues quand même, ou en tout cas des vérités générales. On parlait tout à l'heure du taux de conversion sur mobile qui est bien moindre que sur desk. Ça, c'est une vérité qui, pour l'instant, moi, avec la 50aine d'éditeurs avec laquelle j'ai bossé, c'est vérifié à chaque fois. Il y a des vérités qui sont un peu moins vraies suivant les éditeurs, mais quand même majoritairement que le trafic qui provient de tes newsletters à toi, de ta base à toi, est de bien meilleure qualité que le trafic qui provient du SEO, par exemple. Okay. Donc ça, c'est des choses que je ne savais pas forcément il y a 2 ans, que maintenant, à force d'avoir fait je ne sais pas combien de milliers d'audits, j'en suis sûre. Et du coup, ça me permet d'être quand même pertinente quand je recommande une strate de paywall à un éditeur. D'accord, donc il y a quand même des bonnes pratiques connues parce que tu l'as vérifié chez des dizaines d'éditeurs qui font que même si tu n'as pas l'ensemble de la donnée, tu peux déjà un peu orienter selon la source de l'audience, etc., orienter des stratégies qui peuvent avoir des résultats. C'est ça, qui sont vraies la plupart du temps. Et justement, c'est quoi les stratégies de monétisation dominantes et comment tu vois évoluer peut-être le paywall? La stratégie la plus évidente, c'est le mot d'engagement. C'est qui est en fait le matelas, qui est le truc caché derrière la conversion. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est engager ton audience. Une fois que tu as dit ça, tu es bien content. Qu'est-ce que c'est l'engagement? En tout cas, sur les sites médias, nous, on a vraiment ça, on le vérifie. Mais à chaque fois, c'est la fréquence de visite qui est le plus important. Plus la personne vient sur ta plateforme numérique de manière fréquente, plus elle a de chances de convertir. Et non seulement meilleur est son taux de conversion, mais en plus, plus elle fait de pages par visite, moins elle rebondit. Donc tu vois aussi que plus tu augmentes la fréquence de visite, plus ça sert évidemment ton business de labo, mais ça sert aussi ton business de la publicité, puisque pour une même personne, tu vas avoir plus de pages par visite. Donc ça, ce qui est sûr, c'est que tu as besoin de créer de la fréquence. Après, comment tu crées de la fréquence? Là, on parle de relations humaines. Ouais. On parle de comment tu crées une relation entre 2 personnes. Et moi, je prends toujours la métaphore des relations amoureuses. C'est quand tu vas plusieurs fois en date avec une fille que tu as le plus de chances de conclure. Et c'est probablement pas en la plaquant contre un mur si tu la connais pas dans la rue. Non. Ça ne marchera pas. J'allais dire 1 fois sur 100, mais en fait, limite, je préfère me dire que ça marche pas. Non, en fait, si tu scores, il y a quand même peu de chances que tu restes pote avec la fille derrière. Ouais, voilà, c'est ça. Ça va pas forcément être la bonne relation durable. Et comment tu vois évoluer le paywall, puisque c'est quand même un sujet que tu connais bien. Est-ce que le paywall, au-delà des médias, ça a un sens? Ça a vachement de sens, puisqu'en fait, un paywall, presque, je dirais que cet outil souffre un peu de son nom, parce qu'il y a un nom de blocage qui évoque le blocage, alors qu'on est sur un point de conversion. Le sujet, c'est quelque chose qui bloque ton contenu, qui le protège, qui affirme sa valeur. C'est un petit bout de page qui affirme la valeur de ce qu'il y a derrière et qui ensuite peut convertir à une action ou une autre.
Moi, ce qui me désole, peut-être, le mot est un peu fort, mais encore beaucoup, c'est tous ces walls sur lesquels on écrit abonnez-vous pour 1 euro. J'en peux plus, c'est pas possible. Enfin, essayons de respecter quand même un petit peu l'audience et de lui parler avec des mots. Alors, c'est sûr que quand on la connaît pas et on sait pas ce qu'elle aime, c'est difficile de personnaliser le message, d'avoir un truc qui va la parler. Et puis on connaît toutes les limites de la personnalisation sur Internet. Oui. C'est quand même de moins en moins facile de personnaliser. Mais pour moi, la grosse évolution des walls, elle n'est pas nécessairement technique. Elle est justement sur le ton, sur comment on s'adresse au lecteur, comment on s'adresse aux visiteurs. Et pour moi, la marge de progression, elle est vraiment à cet endroit-là. Quel mot je choisis, avec quel respect je m'adresse à mon audience et quelle est ma proposition de valeur. C'est un mot qui veut dire beaucoup et qui malheureusement est, à mon sens, pas encore beaucoup entendu. Quand on met un wall, et j'ai plein d'exemples en tête, sur une publicité InRead, entre 2 paragraphes, quand le wall recouvre à moitié la pub InRead et que tu as un habillage, une arche, un player vidéo en sticky en bas de l'écran et une pop-up pour t'abonner au push notif, enfin, l'expérience, elle est un peu mauvaise. Ouais. Ouais, on peut dire aussi c'est dégueulasse. Non, mais il faut le dire, ça c'est un truc contre lequel il faut se battre et où il y a beaucoup en fait effectivement d'évangélisation pour le coup à faire et d'accompagnement avant même de parler de la techno effectivement. Et tu parlais de personnalisation, justement, est-ce que l'idée c'est de dire si on n'a pas nécessairement beaucoup de données, est-ce qu'on peut pas à partir de quelques données comportementales prédire un peu qui c'est, et je t'emmène justement sur le sujet de l'AI prédictive, qui est un peu aussi une ouverture puisqu'on arrive à la fin un peu de cet épisode. Est-ce que c'est le futur pour toi et l'intelligence prédictive? On en parle beaucoup dans les médias en se disant on va essayer de prédire le moment où la personne est prête à convertir, ou le moment où elle est prête à se désabonner. Est-ce que tu y crois, toi? Est-ce que ça en place concrètement, tu l'as vu? Alors je te confirme que j'ai beaucoup de coups de fil en ce moment là-dessus sur quelle est la meilleure solution d'AI prédictive pour vendre ou pour mettre le meilleur paywall avec la meilleure offre à la meilleure personne au meilleur moment, dans le meilleur contexte. Parce que c'est ça un peu qu'on sent en fait avec un paywall, c'est vraiment apporter au moment où on sent que la personne va partir ou s'abonner le bon message. Et pour moi, il y a 2 choses. La première, c'est que, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, il n'y a pas de data. Enfin, chez la majorité des éditeurs, il n'y a pas de data pour faire. Et en fait, une AI, elle peut être en machine learning dans la blockchain avec tous les mots du moment, ce que tu veux. Si tu n'as pas de données pour la nourrir, mais ça marche pas en fait, mais c'est pas intelligent. Enfin, ça peut apprendre, mais ça peut apprendre sur quelque chose. S'il n'y a pas de matelas de data, si la data est éclatée, c'est mort, quoi, ça marche pas. Donc ça, c'est la première des choses, c'est que l'AI prédictive, oui, peut-être que c'est le futur. En attendant, il faudrait peut-être déjà mettre toutes les datas au même endroit pour l'éduquer, cette AI. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que peut-être que l'avenir me fera mentir là-dessus. Mais c'est qu'à mon sens, à partir du moment où tu es hyper sûr de la qualité du service que tu proposes et de la qualité du contenu, t'as quand même de moins en moins besoin de faire de la personnalisation. Quand à partir du moment où tu dis, où ton service est, tu peux pas te passer du service, j'aime pas le mot là, ben c'est une évidence, et c'est pour ça que des gros médias, alors encore une fois, c'est des gros médias qui ont des moyens, mais c'est aussi des gros médias qui font de la putain de qualité, comme Le Monde par exemple. Et ben je sais pas s'ils ont un paywall, je travaille pas avec eux, je sais pas s'ils ont un paywall qui est méga personnalisé en AI de machine learning dans la blockchain, mais à mon sens, ils ont pas nécessairement besoin de ça parce que la qualité de leur contenu est une évidence. Ouais. Donc attention, miroir aux alouettes, donc pas seulement le buzzword, mais la solution ne viendra pas d'une solution magique, d'une techno magique, si tu n'as pas bossé ta proposition de valeur, ta relation avec ton auditeur, etc. Quoi. C'est un faux miroir. C'est un peu mon point, ouais. Ouais, c'est important. Marion, merci pour ton temps, ces explications et ces premiers résultats de cette enquête. Je trouve ça hyper intéressant et on sent en fait dans les réponses que ça appelle encore à mettre à jour, etc. Ce qui sera intéressant, c'est dans le temps de voir un peu l'évolution de tout ça. Donc merci d'avoir participé à cet épisode. Merci François de m'avoir invité. Et écoute, je t'en prie, c'était un plaisir. On mettra bien le lien à la suite de l'épisode pour que vous puissiez aller découvrir cette étude assez exhaustive des stacks techniques chez les éditeurs français. Et j'espère que cet épisode vous a plu, que vous y avez appris pas mal de choses. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Marion. Je mettrai pareil ses coordonnées ainsi que les miennes. N'hésitez pas. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à bientôt. À bientôt. Portez-vous bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mediarama. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. Ça m'aide à remonter dans les classements.
N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre stratégie de présence en ligne, la refonte de votre site ou encore l'obtention d'une subvention, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mediarama@causavostra.com. À bientôt!